quelques jours seulement après le sommet du spatial à Séville, la compétition entre les pays est au cœur des conversations, mais aussi les ambitions européennes, les subventions collectives, bref, tout ce que l'Europe spatiale a de plus crucial a été remué. Alors je vous propose aujourd'hui ensemble de prendre le sujet à bras-le-corps. Faut-il abandonner les rêves de grandeur pour l'Europe et se tourner davantage sur la compétition nationale? Pour en parler en plateau avec nous, nous avons David Henry à ma droite, cofondateur de la pépite française Exotrail, qui met au point des moteurs pour petits satellites, mais aussi le Space Van pour la livraison au dernier kilomètre, comme on dit. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. David Henry. En face de vous, on a André Lezecru-Pietri, président de JEDI, l'initiative européenne pour l'innovation de rupture. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci de Smart m'accueillir. Space. Alors, vous étiez en plateau avec nous il y a quelques semaines aux côtés d'Éric André Martin pour parler de l'Europe spatiale, évidemment, et nous avions conclu sur cette question ouverte: faut-il renationaliser nos ambitions spatiales? Vous n'aviez pas eu l'occasion de répondre, alors je me tourne vers vous en premier. Est-ce qu'il faut se tourner vers nos ambitions nationales au détriment des ambitions européennes? Alors, je crois que déjà, il faut avoir de l'ambition. Et on a quand même un tout petit peu de mal à avoir une vision très claire, que ce soit au niveau des nations ou que ce soit au niveau européen. Et surtout en termes d'exécution, parce que c'est très bien d'avoir des grands rêves, encore faut-il le mettre en œuvre. Ensuite, s'il s'agit de détricoter la coopération européenne, et c'est un petit peu quand même ce qui s'est passé à Séville, au profit, on va dire, d'intérêts tactiques court terme des différents États, là on fait fausse route, parce que, comme dans beaucoup de sujets de technologie, l'échelle compte. Et l'échelle européenne, la puissance d'achat des gouvernements, la créativité d'un écosystème de start-up qui est quand même considérable, de Lisbonne à Tallinn, de Dublin à Athènes, ça serait un petit peu dommage de se rétrécir sur les intérêts nationaux. Alors après, il faut aussi constater, et c'est ce qui s'est passé à Séville, c'est qu'on n'est quand même pas d'accord sur un certain nombre de points entre les grandes nations spatiales européennes. David Henry, est-ce que votre regard est plutôt tourné vers les ambitions européennes, spatiales ou nationales? Alors déjà, je pense que l'échelle, comme le disait André, l'échelle, raisonnablement, ne peut être que le continent pour affirmer une ambition. On m'avait dit, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais que globalement, quand on dérivait le budget de la NASA, on obtenait le budget du CNES. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on ne fait pas de maths? Ça veut dire que le budget de la NASA tous les ans, c'est le budget de la NASA l'année d'avant, plus le budget du CNES. Donc ça donne un peu un ordre de grandeur. Ça dépend quel est le niveau d'ambition. Mais si on a un niveau d'ambition qui est de lutter à armes égales contre les grandes puissances, alors le niveau devrait être le niveau européen. Pas forcément de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Ça j'ai un avis assez tranché sur la question, cependant. Mais je pense qu'il faut conserver, si on veut conserver un niveau d'ambition, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et les moyens de nos ambitions, c'est probablement, pour moi en tout cas, à l'échelle européenne. Et alors, c'est quoi cet avis tranché sur la question? On parle de l'économie, du financement européen? Aujourd'hui, je pense personnellement que la façon dont la France travaille avec ses entreprises innovantes est meilleure qu'au niveau européen. C'est perfectible, mais meilleur. Pourquoi il y a des éléments, on parle souvent de France 2030, c'est un élément quand même qui est assez exceptionnel. Vous faites partie de France 2030. On fait partie de France 2030, tout à fait. Alors justement, c'est ça le point. On n'est pas subventionné par France 2030. L'État nous a acheté une mission pour déplacer une charge utile d'un endroit à un autre en orbite basse. Et nous, on a répondu à un appel d'offres qu'on a remporté et on va déployer fin d'année prochaine cette charge utile. Mais on n'est pas subventionné. L'État français a besoin de démontrer ces capacités-là, et donc elle nous a acheté ce vol de démonstration. Par ailleurs, par le passé, et c'est un autre aspect positif de la France aujourd'hui, on a été subventionné pour développer, quand on était à un niveau de développement, on appelle de TRL bas, de subventionner pour accompagner ce développement-là. Et c'est à ça que pour moi, France 2030, c'est un excellent exemple, parce qu'on passe à la phase opérationnelle, où on va acheter des services. Ça fonctionne bien. Et objectivement, ça, aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'équivalent à l'échelle européenne. On n'a pas l'équivalent à l'échelle européenne. Et bon, je pense qu'on en parlera par ailleurs, on pourra donner quelques exemples, mais ça pose problème. Pardon.
André Lezekrug-Pietri, France 2030, meilleur que les dispositifs européens ? Alors peut-être plus spécifiquement ce que David citait, c'est-à-dire le fait que l'État arrête cette manie de subventionner, ou pire encore, ce qui se passe en ce moment au niveau malheureusement de la Commission européenne, c'est de considérer que la Commission doit mettre de l'argent dans des start-up en capital. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce soit les fonctionnaires européens qui soient les mieux placés pour savoir dans quoi il faut investir. Par contre, être le premier acheteur, celui qui véritablement est celui qui va donner les premiers contrats, et grâce à ces contrats, crédibiliser ces sociétés qui ensuite auront beaucoup moins de problèmes pour lever de l'argent, trouver d'autres clients, ça c'est le vrai rôle de l'État, et en fait c'est ça le succès de SpaceX. SpaceX, oui, il y a sûrement eu des subventions par-ci par-là, mais ça a surtout été un pari fait par l'État américain, l'État fédéral américain, de dire on va confier à un nouvel acteur le soin de développer des nouveaux lanceurs, en l'occurrence des lanceurs réutilisables. Le succès a été immense. C'est vrai. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la NASA a décidé de ne plus investir elle-même au niveau institutionnel. Or, aujourd'hui, on est un peu partagé entre demander à l'Agence spatiale européenne de pousser ces acteurs-là individuellement et proposer une ambition ou mettre en œuvre des projets qui pourraient être comparables à Artemis, par exemple. Alors, la NASA a continué et continue toujours à acheter beaucoup de vols à SpaceX. Donc, oui, effectivement, ils n'ont pas elle a décidé de ne plus produire ses propres navettes. Mais du coup, parce qu'elle a décidé de les acheter et d'acheter vraiment du service. Sauf qu'aujourd'hui, on a une difficulté en Europe, c'est quand on achète du service. En fait, le réflexe un peu naturel revient, qui est ah oui, mais il faut en fait votre service, vous allez le faire comme ça, avec ça, de telle couleur. Et donc finalement, en fait, ok, on a acheté un service, mais qu'on spécifie tellement, qu'on contrôle tellement, qu'on a les mêmes désavantages que d'acheter du développement, qui est le mode privilégié de notamment l'Agence spatiale européenne. Donc, je pense que moi, je suis exactement d'accord avec ce que disait André. Le rôle de l'Europe, c'est pas d'investir dans les sociétés. On a dans nos conseillers quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Dordain, qui est conseiller d'ailleurs de la plupart des boîtes européennes, qui était le patron de l'ESA jusqu'en 2014. Et il disait quel est le meilleur moyen d'avoir 1 euro d'argent privé. Il disait que les gouvernements demandaient ça. Et il disait mettez 1 euro d'argent public en achat. Et ensuite, et je pense que quand on met 1 euro public en achat, en commande, en achat de service, on a en général, l'ordre de grandeur, c'est 10 euros d'argent privé, en investissement privé qui arrive. Donc le rôle de l'Europe n'est pas d'investir en capital. C'est d'être potentiellement le premier client, pas que le premier d'ailleurs, d'être un client récurrent, parce que dans le spatial, l'État avec un grand E, l'Europe avec aussi un grand E, c'est un client, parce qu'ils ont des besoins. Et donc c'est de continuer à acheter une réponse à ces besoins. Et ensuite, en fait, l'argent privé, entre guillemets, suivra. C'est ça le rôle de l'Europe pour moi. Et il y a peut-être 2 conséquences à ce que vient de dire David. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fonctionnaires de la Commission européenne qui nous écoutent, mais peut-être, c'est qu'au contraire, ça veut dire qu'il faut, une capacité d'achat beaucoup plus intelligente, avec des compétences beaucoup plus fortes, parce que le problème, quand vous ne savez pas finalement qu'est-ce qu'on vous propose, il y a un vrai risque, c'est de retourner vers les acteurs existants. Alors, ils ne sont pas forcément mauvais, les grands acteurs, les Airbus, les Thales, etc. Mais c'est souvent la solution de sécurité. Si on veut donner... C'est ça, il n'y a plus de prise de risque dès que c'est de l'argent public. Il y a la fameuse expression, on ne prend jamais de risque en choisissant IBM. Alors désolé pour IBM, mais voilà, il y a le côté... Alors qu'au contraire, aujourd'hui, ceux qui vont être capables de pousser un petit peu l'enveloppe, comme on dit dans l'aéronautique, ça va être quand même plutôt les sociétés jeunes qui ont moins à perdre parce qu'elles sont sur un nouveau marché. Et la deuxième chose, c'est une capacité de prospective. C'est-à-dire il ne faut surtout pas, aujourd'hui, que l'Europe elle fasse ce que les États-Unis ont fait il y a 15 ans, c'est de se dire on va faire nous-mêmes notre propre fusée réutilisable parce qu'entre-temps, les générations auront évolué. Donc cette capacité de viser le coup d'après, donc prospective et capacité d'achat, c'est là-dessus. C'est un peu un État ou une commission stratège. Aujourd'hui, on est quand même assez loin de voir ça. Alors à Séville, l'Allemagne a obtenu l'ouverture de la compétition au niveau des lanceurs en tout cas. Officiellement après la fin de service d'Ariane 6. En réalité, cette compétition, elle a déjà commencé. Est-ce que c'est encore un sujet qu'on met sous la table ? Alors, de façon générale, je pense que le sujet est un peu tabou quand même. C'est la concurrence, le mot compétition, puis c'est aussi les complexités perçues que ça entraîne. Je suis
encore, alors le débat va être peut-être un peu ennuyeux, mais assez d'accord, très très d'accord avec ce que tu dis, André. Un bon exemple, c'est Iris Square. On a demandé à la base industrielle de bider, d'envoyer un appel d'offres pour une constellation. Ils se sont tous mis ensemble pour faire une constellation de communication, notamment gouvernementale. Donc, il y a sur plusieurs fonctions de communication et avec d'autres charges utiles. On a mis un peu on a déjà beaucoup de choses dans le satellite. Thierry Breton sur le sujet. Alors justement, Thierry Breton dit « Ah, mais l'offre arrive. Évidemment, elle est beaucoup trop chère. » Donc, Thierry Breton tape du poing sur la table en disant « Je vais aussi demander à des startups de proposer des projets de constellation. Donc, il y en a eu 2 de ces projets. Nous, on a fait partie de l'un d'entre eux, qui s'appelait New Symphony. Et puis ensuite, rebelote, les mêmes acteurs alors se dissocient, puis se rassemblent, puis à la fin, il y a toujours une seule offre qui a été mise sur la table. Et donc, c'est encore une fois trop cher. Et en fait, quand on creuse un peu, nous, ce qu'on recommandait, c'était de découper ce très gros appel d'offres en plusieurs plus petits pour permettre d'avoir des choses à taille humaine, entre guillemets, pour que certains de ces lots puissent être confiés à des startups et d'autres peut-être à des grands groupes, en fait, entre guillemets, confiés aux meilleurs. Si le meilleur c'est une startup, confiez-le à une startup. Si le meilleur c'est un grand groupe, confiez-le à un grand groupe. Il faut l'expertise, un sur les antennes, un sur les propulseurs. Et il faut l'équipe en achat. Et en fait, quand on creuse, la raison, c'était essentiellement la Commission européenne, et pas forcément le leadership de la Commission européenne. La Commission européenne avait, de notre compréhension, se disait, ouais, mais si on découpe en tranches, on va avoir 3 fois plus de travail, et 3 fois plus de choses à analyser, et nous, on n'a pas l'équipe ni la compétence pour faire ça. Alors, et là, on se dit, ok, il y a quand même, c'est notre argent à nous, quand même, c'est plusieurs milliards de dollars. La souveraineté, c'est notre souveraineté à nous. Et la raison pour ne pas faire, à mon sens, ce qu'il faudrait, c'est-à-dire découper en morceaux plus petits et laisser les gens être les meilleurs sur chacun de ces morceaux-là, elle apparaît un peu facilement solvable. Alors, ce qui paraît étonnant, c'est que cette expertise-là, on peut la retrouver dans les agences nationales, dans ces appels d'offres qui vont être créés, par exemple, au travers de dispositifs comme France 2030. Donc, en fait, on attend aussi que peut-être à l'échelle nationale, pour répondre à cette grande problématique, vers qui doit-on nous tourner ? À l'échelle nationale, on attend une valorisation de cette expertise technique que vous pouvez apporter, Exotrail par exemple, et à l'échelle européenne, qu'est-ce qu'on attend ? Une direction, enfin bon, une ambition, là aussi, ça ne va pas forcément me faire plaisir, mais je me rappelle quand même que, enfin, je ne me rappelle pas parce que j'étais pas né, ou quasiment pas, mais quand l'ESA a été créée, l'Agence spatiale européenne, il y avait une volonté de ne plus avoir d'agence nationale. Alors je sais que ça choque aujourd'hui, mais c'était quand même ça l'objectif initial. Aujourd'hui, on a exactement ce qui se passe dans notre pays avec le fameux millefeuille territorial. Alors, c'est pire même. On a une agence spatiale européenne. On a maintenant une agence qui s'appelle l'ESPA, qui est l'agence spatiale de l'Union européenne, parce que ce que peu de gens en fait savent exactement, c'est que l'ESA en fait n'a rien à voir avec l'Union européenne. La plupart des membres sont les mêmes, mais pas complètement. Certains disent même qu'il y a une ESPA à Prague où il y a le siège et il y a certains des fonctionnaires de l'agence de l'Union européenne qui n'ont pas envie de quitter Bruxelles pour plein de raisons, parfois purement matérielles. Et donc en fait, il y a une 3e agence. Puis il y a toutes les agences nationales. C'est de la folie. Donc, et enfin, dernière chose, il y a ce sacro-saint principe qui va entraîner l'Europe vers sa perte, qui est le retour géographique, qui est qu'aujourd'hui, on ne privilégie ni la véritable redistribution. On voit bien les frustrations de quelques pays qui considèrent qu'ils ne sont pas de juste retour. Et on n'a certainement pas l'excellence parce qu'on essaye d'optimiser, non pas en celui qui donne le meilleur produit, mais en fonction des contributions au budget. Alors moi, donc aujourd'hui, on a le pire de tous les systèmes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ce système-là qui aujourd'hui fait il faut du courage 22 il faut du courage politique, il faut une vraie vision qui dépasse la tactique. Aujourd'hui, on n'est que dans la tactique. Et ce qui s'est passé malheureusement à Séville, pour ça que j'ai été un peu dur au début, c'est la France a atteint le fait que le soldat Ariane 6 soit sauvé. On va quand même mettre, essentiellement la France, puisqu'elle contribue à 55%, 340 millions ou 330 millions d'euros pendant 3 ans. Je rappelle quand même que les industriels, par an, pendant 3 ans, donc c'est 1 milliard. Je rappelle quand même que les industriels qui s'étaient roulés par terre pour avoir la maîtrise d'œuvre en 2014 d'Ariane 6 avaient promis que ça serait rentable. On n'y est pas. Donc là, il y a quand même un vrai échec industriel. Alors, on peut dire il y a l'inflation et tout ça, mais voilà. Deuxième chose, les Allemands récupèrent la compétition sur les petits lanceurs où ils sont plutôt très avancés, notamment avec des sociétés comme Isar Aerospace ou Rocket Lab Factory. Et les Italiens sortent carrément du programme Ariane en développement. Donc pour moi, c'est la fin de la coopération sur les lanceurs. Il faut le dire comme c'est.
Alors là-dessus, bon, je suis d'accord sur le retour géographique. Je suis moins d'accord. Je pense que c'est pas forcément une solution que de supprimer les agences nationales. C'était pas mon souhait, mais c'était ce qui était prévu en fait initialement. Alors peut-être, hein, mais par un certain pragmatisme qui est qu'aujourd'hui, moi, dans toutes les agences gouvernementales françaises, européennes, et que j'ai en face de moi, aujourd'hui, et c'est pas pour leur faire plaisir, parce que aujourd'hui, celle qui arrive le mieux à faire ça, pour moi, c'est le CNES. C'est-à-dire à travailler avec des startups. Aujourd'hui, avec le CNES, on a plusieurs contrats où j'ai pas le sentiment que j'ai gagné parce que je suis une start-up. Juste parce qu'ils ont un besoin, j'ai une solution. Aujourd'hui, maintenant, on y va. Et qui sont capables de les d'évaluer. La compétence technique au sein du CNES, elle est unanimement reconnue. Absolument. Il y a d'autres agences dans lesquelles, en fait, on est très fort pour financer l'innovation. C'est-à-dire qu'on a des contrats, des vrais contrats, pas de la subvention. Mais c'est des activités de développement dans lesquelles on va développer des solutions opérationnelles qui répondent à des besoins opérationnels des forces, en l'occurrence. Et ensuite, c'est le désert. C'est-à-dire qu'ensuite, on nous dit, les yeux dans les yeux, on sait qu'aujourd'hui, on a un problème. Là je parle plutôt en France. On commence à être très bon pour financer l'innovation. On a des startups qui développent des produits à nos problèmes. Et puis ensuite, on est incapable d'acheter ces solutions. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie qui est un peu similaire aux problèmes européens, c'est-à-dire qu'on a une volonté, une envie d'avoir en face de nous, pour un gros programme militaire, un groupement et pas de concurrence. C'est d'ailleurs la raison principale. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais demander d'abord gentiment, puis je vais demander avec un peu moins gentiment à mon groupement d'être compétitif et d'inclure les startups. Et j'imagine que parce que je le demande, voire je le force, c'est ce qui va se passer. Or, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes seul, on peut promettre, l'exemple d'Ariane 6, il est bon, on peut promettre tout ce qu'on veut. 5-6 ans après, une fois qu'on dit si on débranche, il ne se passe rien, on est pieds et poings liés. S'il n'y a pas de concurrence, s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétitivité. C'est le même mot, c'est pas par hasard. Donc c'est pour ça que sur les agences, je pense qu'aujourd'hui, le CNES a réussi vraiment à mettre en place des compétitions. J'ai démarré avec Xotrail en 2017, on est en 2023. En 6 ans, ça a énormément changé. Et donc je suis un peu... je pense qu'il ne faut pas forcément... donc les ambitions nationales comme moteur de cette compétition. Voilà. Sur le retour géographique, moi, ça fait quelques années qu'il y a... Aujourd'hui, le retour géographique, c'est si vous mettez 1 euro dans un programme, vous êtes garanti que vous récupérez au moins 85 centimes, je crois, en contrat pour votre pays. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, et c'est une idée qui existe, c'est vous payez 1 euro. Et ça vous donne le droit à concourir pour 1 euro. Okay. Soit vous gagnez, dans ce cas-là, vous payez cet euro. Soit vous perdez, dans ce cas-là, vous récupérez tout ou tout moins les frais de fonctionnement de l'ESA, qui peuvent être 15 centimes, par exemple. Et en fait, en faisant ça, vous n'avez pas le problème numéro 1 du retour géographique, qui sont que les gens sont choisis non pas parce qu'ils ont tel drapeau sur leur site internet, mais parce qu'ils ont le meilleur produit. Et donc vous pouvez terminer avec un mode comme ça où, je sais pas, l'Allemagne, la France ont tout un programme, alors que l'Allemagne, la France et l'Italie ont donné chacun un nom. Je crois d'ailleurs que c'est une des propositions qui a été présentée aux assises du New Space tout à fait. à la première édition. Ce sera la prochaine question ouverte pour le prochain débat que nous aurons ensemble. Comment reformuler cette question du retour géographique ? Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis à la production. Lily Zalkind, à la semaine prochaine sur Bismart.